Afin de continuer, nous allons passer à l'activité 1D, bactéries et souris. Nous avons 3 expériences à étudier. Pour l'expérience 1, nous avons prélevé du sang et on l'a mis en contact avec des bactéries X. On injecte le surnageant qui ne contient pas de cellules mais uniquement du liquide et ça va provoquer l'inflammation de l'oreille chez la souris A. Pour l'expérience 2, c'est la même chose sauf que ce sang a été mis en contact avec des bactéries Y et non des bactéries X. Et enfin, du sang qui a été prélevé et mis sans aucun contact avec des bactéries qui a été laissé tel quel et on injecte le surnageant à l'intérieur de l'oreille de la souris C et ça ne provoque pas d'inflammation. Donc pour commencer, ce que je vous propose, c'est de travailler une compétence. Ça va être de passer de la rédaction écrite à un schéma. On travaille souvent la compétence inverse, c'est-à-dire expliquer un schéma et là c'est bien de réaliser un schéma que je vous propose. Donc, pour la réalisation de ce schéma, voici la correction que j'indique. Nous avons une souris ici dans laquelle on prélève du sang. Ce sang il est soit mis en contact avec la bactérie X, présente en plusieurs exemplaires, les bactéries Y, ou alors sans aucun contact avec des bactéries. On va centrifuger le sang, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans un dispositif pour le faire tourner à très haute vitesse et on va avoir de sédimenter la partie la plus dense du sang, c'est-à-dire les cellules, globules rouges, globules blancs et plaquettes. Et nous avons un surnageant qui nous intéresse ici, qui correspond au plasma, c'est-à-dire de l'eau avec différentes molécules, non des protéines. Ce surnageant, je vais l'injecter à la souris A, ici à la souris B et enfin à la souris C. Dans le cas de l'expérience 1 et 2, on a des rougeurs au niveau de l'oreille, mais également douleur, chaleur et gonflement, alors que pour la souris C, je n'observe rien de tout ça. À partir de tout ça, je vais pouvoir répondre à quelques questions. Ici, je vous demande tout d'abord, il n'y a aucune molécule responsable du déclenchement de la réaction inflammatoire dans le surnageant de l'expérience C. Ici, pour l'expérience C, vu qu'il n'y a pas de déclenchement de réaction inflammatoire, il n'y a donc aucune molécule. La réponse est donc vraie. Pour la deuxième question, dans l'expérience A, les bactéries ont produit des molécules responsables des symptômes de la réaction inflammatoire ici. Nous avons vu ensemble que les bactéries ne produisent pas de molécules. Ce qui va produire des molécules, ce sont les cellules dendritiques au contact des bactéries. Donc, 3, 2, 1. Pour la question 2. 3, 2, 1. Dans l'expérience A, les bactéries ont produit des molécules responsables des symptômes de la réaction inflammatoire. Nous avons vu ensemble que les bactéries ne produisent pas de molécules. En tout cas, on n'en a pas parlé. Ce qui va produire de molécules, ce sont les cellules dendritiques au contact des bactéries. La réponse est donc fausse. Le 3. Le surnageant de l'expérience A aurait un contenu différent avec la présence d'une autre bactérie. Cette réponse-là est fausse puisque la réaction innée, elle est la même quel que soit le micro-organisme qui est rencontré. Le surnageant des expériences A et B contiennent la même chose. Donc, dans ces cas-là, c'est l'inverse de la question A et c'est certainement vrai. 5. La souris C est immunisée. La souris C n'a pas été en contact avec des bactéries. C'est tout simplement pour ça qu'il n'y a pas d'inflammation au niveau de l'oreille. Donc faux. Le surnageant des expériences A et C contiennent la même chose. Ici, pour l'expérience A, le surnageant a été en contact avec la bactérie. Ici, il n'a pas été en contact avec la bactérie. Donc, il y a certainement des éléments qui sont différents. Dans le surnageant A, on pourrait trouver des médiateurs chimiques de l'inflammation produits par des cellules immunitaires. Vu qu'il y a bien une défense du corps ici et là, c'est certainement ces médiateurs chimiques qui sont des molécules et donc qui peuvent être à l'intérieur du surnageant qui va déclencher la réponse immunitaire. Donc, vrai.
Et enfin, c'est le contact des bactéries avec les cellules immunitaires qui a permis le déclenchement de la réaction inflammatoire, sachant qu'ici, on n'a pas de bactérie qui a été mise en contact avec le sang. C'est très certainement le contact des bactéries avec les cellules immunitaires qui se trouvent donc dans le sang qui a permis le déclenchement de la réaction inflammatoire, donc vrai. Voilà pour la correction de l'activité 1 des bactéries et souris. Maintenant, si je poursuis finalement cette activité et que je vais un peu plus loin à partir de ce qu'on a déjà vu préalablement, parmi les nombreuses molécules présentes dans le surnageant, on isole une série de molécules qu'on appelle des interleukines. Et ces interleukines, ce sont des médiateurs chimiques de l'inflammation qu'on a déjà vu dans l'activité 1B. On s'intéresse à l'effet de l'une de ces molécules, c'est l'interleukine numéro 15, sur les cellules de l'immunité innée pour savoir quelles vont être ces interactions, qu'est-ce que ça va pouvoir engendrer. On mesure in vitro le taux d'activation de cellules circulantes en présence de doses croissantes d'interleukine 15. Lorsque les cellules circulantes sortent des vaisseaux et s'infiltrent dans les tissus, ils se différencient le plus souvent en macrophages, comme on l'a déjà vu préalablement. Vous avez donc ici un graphique du pourcentage de cellules circulantes en fonction de la concentration en interleukine 15. Ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo en pause et de réfléchir à quelles sont les interactions, quels sont peut-être les liens de cause à effet entre, d'une part, l'interleukine 15 et d'autre part, les cellules de l'immunité innée, dont les cellules circulantes qui sont présentes ici dans ce graphique. Maintenant que vous avez réfléchi, je vous propose de corriger ensemble. La première chose à indiquer, ça correspond tout d'abord à la problématique. Donc ici, ma problématique, comment démontrer le lien entre les cellules circulantes et l'interleukine 15 ? Il y a d'autres problématiques possibles, sachant qu'ici, il n'y avait pas une consigne qui était clairement indiquée. C'était à vous de voir, d'après le document, quelle était la problématique qui s'en dégageait et je vous avais donné quelques indices. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut observer ? Je vois le pourcentage d'activation des cellules circulantes en fonction du nombre de doses d'interleukine, c'est-à-dire que je vais commencer à décrire le graphique l'ordonnée en fonction de l'abscisse. Quand aucune dose n'est injectée, ici, je vais avoir 4% des cellules circulantes qui sont activées contre 10 fois plus après l'injection de 50 nanogrammes d'interleukine par millilitre de sang, comme on le voit ici, puisqu'on passe de 4 à plus de 40, donc ça fait bien 10 fois plus. Ensuite, je sais que les cellules circulantes sont des cellules qui circulent dans les vaisseaux sanguins, ça on l'a déjà vu ensemble. Les interleukines, quant à elles, sont des médiateurs chimiques de l'inflammation, tout comme les prostaglandines. Enfin, l'activité des cellules circulantes, inscrite en ordonnée du graphique, correspond à la différenciation des cellules circulantes en macrophages. Et enfin, pour ce que je peux en déduire, j'en déduis que les interleukines vont activer les cellules circulantes grâce à la présence des récepteurs qui doivent être donc installés sur les cellules circulantes. Pour finir avec cette réaction inflammatoire qui fait partie de l'immunité innée. Tous les organismes pluricellulaires font appel à la réponse immunitaire innée pour combattre les infections par les micro-organismes, que ce soit des bactéries, des champignons, des virus ou d'autres parasites. C'est le cas dans l'ensemble des espèces animales décrites à l'heure actuelle, soit plus de 2 millions d'animaux. Parmi ces espèces animales, seuls les vertébrés, soit 45 000 espèces environ, utilisent en plus de la réponse innée, une réponse immunitaire adaptative. Donc j'ai commencé à vous en parler à la fin de l'activité 1B sur Edumodel. Sur le petit schéma que vous avez ici de l'immunité innée, une immunité largement répandue chez les êtres vivants, ce qu'on voit, c'est que l'immunité innée, ça correspond à 95% des espèces
qui sont ici et ça a été acquis il y a extrêmement longtemps d'un point de vue évolutif. Alors que ici, pour les poissons à squelette cartilagineux, osseux, les amphibiens, les sauriens, les oiseaux et les mammifères, en plus de l'immunité innée, on a une immunité adaptative, dont on verra la prochaine séance. Ça représente seulement 5% des espèces. Tout ça pour vous indiquer que ce qu'on est en train d'étudier ici, c'est très largement répandu et c'est bien la première ligne de défense pour les animaux qui sont ici. Et ça peut représenter le seul moyen de défense pour les autres. On en arrive au bilan 1C. L'immunité innée existe chez tous les animaux. Elle opère sans apprentissage préalable et elle est génétiquement déterminée et présente dès la naissance. Elle repose sur des mécanismes de reconnaissance et d'action qui vont être très conservés au cours de l'évolution. On a une dizaine de types cellulaires différents, avec pour chacun des récepteurs de surface pour la reconnaissance de motifs étrangers qui sont partagés par de nombreux intrus. Donc c'est-à-dire que ce récepteur, il reconnaît un motif moléculaire que beaucoup de cellules qui sont étrangères au corps, donc des cellules de non-soi, possèdent. Et il y a également une centaine de molécules qui vont circuler à l'intérieur du sang et de la lymphe, et ça sert de médiateur chimique de l'inflammation. Nous avons vu les interleukines, mais également les prostaglandines. Bien entendu, on ne vous apprendra pas la dizaine ou la centaine d'éléments dont on vous parle. Ce qu'il faut absolument que vous connaissiez, c'est ce dont on a déjà parlé en cours. Vous vous demandez peut-être depuis le temps, je vous parle d'immunité innée, je vous parle également de réaction inflammatoire. Quelle peut être la différence entre les deux? Est-ce qu'il y en a une? Il y en a une, mais il faut savoir que la réaction inflammatoire, c'est vraiment l'un des éléments qu'on va décrire le plus parce que c'est le plus difficile à comprendre. L'immunité regroupe 3 phénomènes. On a la barrière physique et chimique, ça correspond à la peau, la muqueuse, mais également le pH de ces derniers. La réaction inflammatoire, avec mes cellules dendritiques qui vont reconnaître l'élément étranger, qui vont produire des médiateurs chimiques de l'inflammation, recrutant des cellules circulantes qui se différencient en macrophages permettant la phagocytose. Et encore, l'activation de l'immunité adaptative dont j'ai commencé à vous parler au fur et à mesure et dont je vais reprendre pour la correction du schéma de la réaction inflammatoire que je vous ai demandé de réaliser. Je vous la propose ici. Comment lire le schéma? Vous avez ici le non-soi, la barrière qui là correspond à la surface de la peau ou une muqueuse. Vous avez l'intérieur d'un tissu et ici le vaisseau sanguin avec la paroi du vaisseau sanguin. À l'extérieur, on peut avoir des bactéries, des champignons, des virus, d'autres parasites qui vont rentrer à l'intérieur du tissu, où il peut se trouver malheureusement des cellules cancéreuses, donc qui ne sont plus reconnues comme des cellules du soi. À la surface de ces différents éléments, on peut avoir un motif moléculaire étranger, un antigène, c'est-à-dire que cet élément, que ce soit des cellules ici ou alors un virus, je vous rappelle que les virus n'ont pas de cellules, donc ce ne sont pas des êtres vivants, ils vont ne pas être reconnus comme du soi. Et à leur surface, va y avoir un motif moléculaire étranger qui signe un carré bleu, donc qui pourrait être un cube en 3 dimensions, qui va être reconnu par un récepteur de surface au niveau des cellules dendritiques. Donc reconnaissance des agents infectieux par les cellules dendritiques. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? On va avoir la libération de médiateurs chimiques de l'inflammation par les cellules dendritiques, comme la prostaglandine qui est responsable de la douleur, les médicaments anti-inflammatoires comme l'ibuprofène va pouvoir limiter la douleur, mais comme autre médiateur chimique de l'inflammation, nous avons les interleukines, dont l'interleukine 15 dont on vient de parler. Ces interleukines vont provoquer différents éléments. Ils vont provoquer tout d'abord la vasodilatation des vaisseaux sanguins, mais également
ils vont provoquer le recrutement de cellules immunitaires circulantes. Avec la croix ici en rose, vous avez vu que j'avais repris le même symbole que pour du modèle. Ce récepteur qui a ici le bâton sur ma cellule immunitaire circulante va pouvoir capter l'information de l'interleukine qui indique que la cellule circulante est nécessaire sur un lieu précis, le lieu de l'inflammation. Et dans ces cas-là, c'est ce que représente la flèche ici, mouvement. Ma cellule circulante va pouvoir sortir de mon vaisseau sanguin et va pouvoir se différencier en macrophages. Migration des cellules immunitaires dans le tissu infecté. Ce macrophage va être capable de phagocytose, donc c'est un phagocyte ici. Donc je vous ai représenté là les différentes étapes de la phagocytose. On a d'abord l'adhésion, puis après l'ingestion que je n'ai pas représentée pour une question de place, la digestion où une fois que l'élément étranger a été reconnu par des récepteurs de surface à la surface de mes cellules immunitaires circulantes puis à la surface de mes macrophages, on va pouvoir avoir vraiment l'élément étranger qui va pouvoir rentrer à l'intérieur de mon phagocyte et va pouvoir être digéré, sauf un élément que j'ai représenté en bleu, comme ici. C'est un peptide antigénique. Un peptide, c'est une petite protéine, donc qui est un motif moléculaire étranger, l'antigène. En fait, le phagocyte est capable de présenter l'antigène à d'autres cellules. Du coup, on va appeler cette cellule ici une CPA pour cellule présentatrice d'antigène, c'est-à-dire qu'il va y avoir à sa surface, sur un complexe majeur d'histocompatibilité, un peptide antigénique qu'elle va pouvoir présenter à d'autres cellules et c'est ça qui va permettre la suite de l'immunité chez l'être humain et qui va être l'immunité acquise. Pour ce schéma qui est réellement sur notre chapitre 1, l'immunité innée, nous avons les éléments indispensables dont on a déjà parlé lors du bilan. Nous avons la surface de la peau et des muqueuses. Nous avons tout le système qui est représenté ici. Et nous avons également le déclenchement de la réponse adaptative grâce aux éléments qui sont là. L'immunité innée, c'est chez tous les animaux. C'est sans apprentissage préalable et c'est génétiquement déterminé à la naissance. J'espère que vous avez compris le contenu du cours. Il va falloir maintenant mener la phase d'apprentissage pour pouvoir maîtriser correctement tous les éléments qu'on a vus ensemble. Je vous souhaite bon courage.